Bonjour à tous, donc on va attaquer tout de suite. Donc j'ai pris la liberté de choisir 4 situations, on va dire plutôt 5, mais surtout 4 que je vais un petit peu vous développer de façon assez courte. Premièrement, donc, chacun se reconnaîtra, Frédéric, 70 ans, sténose aortique significative. Deuxième, Jean-Michel, 44 ans, prolapsus mitral. Troisième situation, vous allez avoir Sylvain, qui a une bicuspidie avec une aorte dilatée. Et puis enfin François, le local de l'étape, on va dire, qui a une fuite avec un VG dilaté. Et puis Laurent a été opéré d'une valve, mais on va voir ce qu'on peut faire avec lui. Voilà en gros les 4 situations qui me paraissent relativement fréquentes, qui peuvent nous poser problème lorsque vous avez à prendre en charge un sportif qui a une valvulopathie. Et donc c'est vraiment de façon tout à fait empirique que j'ai choisi ces 4 situations. Donc Frédéric, 70 ans, donc vous voyez, il court 40-70 km par semaine, il a un souffle, il veut faire les 100 km de Millau, course dans notre région qui est assez difficile, et je vous ai mis son électrocardiogramme ici. Vous voyez, pour ceux qui, un petit peu loin, ne le verront pas, mais il y a un petit sous-décalage qui reste ascendant, mais une cassure du point J. À l'échographie, il a une surface aortique à 1,1 cm², on est vraiment dans la vraie vie, 0,6 indexé, une fraction d'éjection sum normale à 52%, mais qui reste normale, et un strain discrètement abaissé à 16%. Donc si vous vous retrouvez face à ce sportif, est-ce que vous signez le certificat, vous ne le signez pas, ou alors vous faites un bilan complémentaire? On n'a pas trop de temps pour vous poser les questions à main levée. Donc voilà des situations qu'on a régulièrement, c'est ces personnes un petit peu âgées, qui ont des sténoses aortiques qui sont limite serrées, voire serrées, on est quand même vraiment pas très loin. Et ici, le gradient est à 29 mm de mercure, le gradient moyen. Donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a facilement recours, on va le voir tout le long de ma présentation, à l'échographie d'effort. Donc vous faites une échographie d'effort classique, adaptée à chacun des patients, avec des paliers relativement conséquents quand on a affaire à des sportifs. Et puis on voit que vous avez une bonne adaptation ventriculaire gauche, un gradient quand même qui se majore de 28 à 47 mm de mercure et une surface aortique qui reste stable, donc il n'y a pas de réserve d'ouverture sur cette sténose aortique. Alors je vous rappelle, je ne parlerai que de ça, donc ce que l'on regarde surtout c'est l'évolution du gradient et l'adaptation du VG. Quand on a un gradient qui augmente de 18 à 20 mm de mercure sans réserve d'ouverture, c'est plutôt en faveur d'une sténose aortique, il n'y a pas de sans réserve. Classiquement, c'est vrai qu'on a tendance à leur faire une épreuve d'effort, on l'a vu tout à l'heure, mais elle était couplée à une VO2 et cette VO2 montre une bonne adaptation, on était à plus de 120% de la VO2 max avec un peu d'oxygène qui s'adaptait bien. Donc on est plutôt rassuré, néanmoins il veut faire les 100 km de Millau. Donc, si on regarde les recommandations, c'est un exercice quand même relativement conséquent, faire 100 bornes, je pense. Et donc, on est sur une sténose aortique entre sévère à moyennement à limite serrée. Et donc, ce sportif, personnellement, je ne l'ai pas autorisé à pratiquer les 5 km de Millau, même s'il était totalement asymptomatique. Et si on suit les recommandations, on est sur un exercice de haute intensité, au moins dans sa durée, même si l'exercice n'est pas très intense au plan maximal. Et si on suit les recommandations, il ne devrait pas participer à ces 5 km de Millau sans avoir traité sa valvulopathie. Depuis, pour l'histoire, c'est un dossier que j'avais déjà présenté, il a été opéré, il va bien, il a repris sa course à pied. Donc si vous avez une sténose aortique, les recommandations actuellement, donc symptomatique, bien sûr, vous ne faites rien. Asymptomatique, première évaluation sur échocardiographie, puis ensuite vous allez faire une évaluation fonctionnelle poussée, épreuve d'effort, VO2. Essentiellement, régulièrement, vous allez faire une écho d'effort, de temps en temps en holter si vous avez des doutes sur des palpitations. Regardez quand même si c'est une valvulopathie aortique, regardez toujours l'aorte. Et puis c'est au terme de cet algorithme, vous allez prendre votre décision. Deuxième cas, Jean-Michel, triathlète de très haut niveau, il se reconnaîtra. Bon, j'ai changé un peu les âges pour brouiller les pistes. Donc il a un prolapsus mitral, et là vous voyez très bien une vraie disjonction de l'anneau postérieur avec un décrochage au niveau basal du feuillet mitral postérieur, une fuite typiquement de fil mitral, de prolapsus, un renforcement mésotélésystolique, un sort à 20 mm de mercure, un volume ingurgité, comme souvent cela est le cas, identique au sort, à 21 ml, fraction d'éjection conservée, des pressions droites normales. Je vous ai mis son électro. On pourra regarder, c'est le vrai électro avec un petit T négatif en inférieur, je vous le dis parce qu'après on va en parler. Et donc là aussi, classiquement, vous avez un sujet, alors ce sujet dans la vraie vie, il avait effectivement 44 ans, c'est juste le prénom que j'ai changé. Donc que faites-vous? Vous délivrez un certificat, vous ne délivrez pas, vous complétez votre bilan. Bien entendu, dans ce cas-là, vous n'allez pas en rester là, vous allez commencer là aussi par une évaluation fonctionnelle. Alors pourquoi?
parce que vous avez cette notion maintenant qui est bien connue, on en parle vraiment beaucoup depuis 2015, sur cette disjonction de l'anneau mitral avec la présence d'une fibrose au niveau du muscle papillaire ou au niveau de l'insertion du feuillet mitral postérieur. Et c'est peut-être à partir de cette fibrose musculaire que vous allez mettre en évidence à l'IRM que vous allez avoir des troubles rythmiques ventriculaires sur des décharges très localisées comme des foyers arythmogènes. Je vous ai mis sur son échographie, vraiment ce type de prolapsus, on le rencontre. Et en fait, on voit dans ce travail qui avait été présenté là de Dejar, c'est que finalement, qu'il y ait fuite mitrale ou pas, le risque rythmique, il est indépendant, il est vraiment lié probablement à cette disjonction de l'anneau mitral. On lui a fait une écho d'effort, là aussi ce dossier je l'avais déjà présenté, et en fait à l'écho d'effort il faisait des décharges totalement asymptomatiques de troubles rythmiques ventriculaires assez sévères, pourtant donc, je l'ai quand même stoppé parce que ça faisait un petit peu peur quand vous avez ce type de réponse ventriculaire à 225 watts, mais il était encore largement sous maximal. Et puis on lui a fait une IRM où je trouve que c'est très joli, on voit très bien aussi la disjonction de l'anneau mitral, et effectivement chez notre sportif, il y avait la présence de cette fibrose au niveau inféro-basal et au niveau du muscle papillaire. Donc dans ce cas-là, du prolapsus mitral, là aussi, je vais vous donner un petit algorithme, il faut chercher les marqueurs spécifiques de mort subite, et vous en avez plusieurs. Vous avez premièrement la présence du nombre de T négatif dans le territoire inférieur, après sur le plan échocardiographique, mettre en évidence avec une disjonction de l'anneau mitral qui serait supérieure à 11 mm pour montrer qu'elle soit marquée. Vous allez bien sûr regarder l'importance de la fuite mitrale associée, le ventricule gauche, vous allez faire une enquête familiale minimale, savoir s'il y a des morts subites dans la famille, et puis ayez l'IRM assez large pour rechercher cette fibrose. Et là aussi, c'est au terme de cet algorithme un petit peu de décisionnel que vous allez prendre justement votre décision pour savoir si vous allez autoriser ou pas votre pratique sportive. Et sincèrement, ce n'est pas facile, souvent chez des gens asymptomatiques, quand vous avez des prolapsus qui sont potentiellement des prolapsus malins. Troisième cas, Sylvain, 53 ans, donc, qui vient avec une bicuspidie. Là, on a classiquement beaucoup de gens qui viennent vous consulter pour des bicuspidies. Et lui, en plus de ça, il a une aorte dilatée, discrètement dilatée à 43-44 mm. Un gradient qui n'est pas significatif, 7 mm de mercure, donc petite sténose aortique, micro-fuite aortique. Que faites-vous? Il a une bicuspidie isolée, une aorte discrètement dilatée, petite fuite, petite sténose, vraiment rien de significatif. Je délivre, je ne délivre pas, je complète mon bilan. Là également, donc, on va regarder déjà sur la bicuspidie. La bicuspidie, je vais être relativement simple. Si vous avez une bicuspidie isolée, vous n'avez aucun impact sur l'activité sportive. Et vous allez le considérer comme une valve tricuspide. Donc on soit bien rassuré. Ça, et maintenant, il y a pléthore de littérature sur le sujet. Il n'y a aucun problème pour réaliser une pratique sportive. Donc quand on a des jeunes, que vous avez moins de 18 ans, des fois on se dit une bicuspidie, est-ce que je peux l'autoriser à partir dans le haut niveau? Je pense que oui, si elle est vraiment isolée, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas non plus de preuves dans la littérature comme quoi le sport aggravait l'évolution d'une bicuspidie. Et donc, dans les recommandations, c'est bien clair, il y a marqué en l'absence d'aortopathie associée, vous considérez la bicuspidie comme une valve tricuspide. Je n'ai pas le temps de développer l'histoire de l'absence d'aortopathie parce que quand vous regardez les recommandations, qu'elles soient bicuspides ou tricuspides, aortopathie ou pas, c'est la même définition. Pourtant, il le précise dans le texte, mais je n'ai jamais vu la différence qu'il faisait entre les deux. Donc là, je vous parle, il avait 43-44 mm. Est-ce qu'il peut faire du sport? Il a la bicuspidie, on va dire ça, c'est bon. Est-ce qu'il a son aorte dilatée? Qu'est-ce qu'on peut faire? En dehors des pathologies de Marfan ou de syndrome du tissu conjonctif apparenté, en gros, retenez, moins de 40 mm, bien sûr, on peut tout faire. 40-45 mm, on est assez permissif, même si les recommandations évitent les sports à très haute intensité. Mais sincèrement, pour discuter souvent de dossiers d'aorte dilatée, jusqu'à 45 mm, on est relativement rassuré. Entre 45 et 50, classiquement, on devient restrictif. Là aussi, je peux vous dire, quand on en discute, qu'on est là aussi assez permissif. Ça dépend, bon, c'est au cas par cas, mais on est quand même... voilà, si vous surveillez de façon très régulière votre patient, je pense qu'on peut faire du sport avec une aorte dilatée. Ça dépend bien sûr le type de sport. Il faut éviter les sports de rotation, les sports à très haute intensité qui font monter la pression artérielle. C'est sûr que si vous avez affaire à un haltérophile, ce sera différent. Au-delà de 50 mm, je crois que c'est raisonnable de limiter et de dire que peut-être c'est fini pour le sport. Au moins de haut niveau, mais on peut toujours faire du sport d'entretien. Dernière situation, François, qui est grand coureur comme tout le monde le sait, et qui a en fait, alors des fois il a une fuite aortique comme à droite, des fois il a une fuite mitrale comme à gauche. En fait, l'histoire c'est de savoir qu'il a une valvulopathie fuyante avec un VG discrètement dilaté. Donc on est typiquement dans l'histoire des zones grises, en fait. Est-ce que vous délivrez un certificat? Est-ce que vous n'en délivrez pas? Est-ce que vous complétez le bilan? Là, je crois que prend toute sa place, que l'épreuve d'effort prend toute sa place. Premièrement, donc vous allez vous assurer que vous allez faire un vrai sportif. Pour remodeler un ventricule gauche pour avoir un VG dilaté, il faut faire du sport. Si vous avez un sportif du dimanche, je n'ai rien contre les sportifs du dimanche, bien au contraire, j'en suis un.
il faut quand même avoir suffisamment d'activité sportive pour dilater son ventricule gauche. Une fois que vous avez fait cette première étape, vous l'évaluez. Là, c'est là qu'il faut l'évaluer. C'est bien d'avoir une VO2. Si vous avez un VG dilaté, vous avez un doute sur une cardiopathie dilatée débutante, quelqu'un vous fait 400 watts avec une VO2 à 65 et qu'il est à 160% de sa VO2 max théorique, vous êtes plutôt rassuré. Ça ne nous empêche pas de proposer une évaluation plus poussée par écho d'effort. Pourquoi? Parce que vous allez regarder vraiment l'adaptation du ventricule gauche, l'éventuelle évolution d'une valvulopathie, l'évolution des pressions, gauche ou droite, et puis vous allez faire donc une évaluation plus objective de votre capacité fonctionnelle et surtout de l'adaptation du ventricule gauche. Et puis vous le surveillez très régulièrement. Si le niveau d'intensité sportive est maintenu, qu'il y ait une cardiopathie ou qu'il y ait une valvulopathie, comme ici une valvulopathie fuyante, mitrale ou aortique, il n'y a pas de raison que ça évolue si ça ne vient pas de la valve. Si par contre ça évolue, que l'activité sportive est la même, c'est sûrement la valve qui commence à retentir et vous allez augmenter votre surveillance. Donc valvulopathie aortique ou valvulopathie mitrale, j'ai oublié de le marquer. Donc si c'est une fuite mitrale, vous allez regarder la tolérance à l'effort, vous allez regarder l'évolution des pressions et l'évolution de votre fuite mitrale. Identique pour la fuite aortique, mais là on va plutôt regarder le ventricule gauche et vous allez regarder si vous avez une réserve contractile. Il y a plusieurs travaux qui ont été publiés. Ici par contre, vous avez une fraction d'éjection qui reste stable, voire qui s'altère. Là, éventuellement, il faut s'inquiéter. Donc sur ces 5 situations difficiles, dans le premier cas, j'ai un RA significatif, serré ou voire limite serré. L'importance, c'est de faire une évaluation fonctionnelle, écho d'effort, VO2, écho d'effort et épreuve d'effort, pardon. Si c'est un problème de prolapsus mitral, le problème il est au rythme, d'accord, il est au rythme, vous l'avez vu, donc ayez l'IRM assez facile, vous allez rechercher ces zones de fibrose. Donc dans le premier cas, je vous dis, on interdisait. Dans le deuxième cas, il y a quand même des troubles rythmiques ventriculaires, on a limité son effort, il a même été opéré de son prolapsus mitral. Troisième cas, il a une bicuspidie aorte à 43-44 mm, on lui a autorisé à faire toute son activité sportive. Quatrième cas, donc si vous avez une évaluation fonctionnelle de type VO2, écho et épreuve d'effort rassurante avec un VG dilaté et une fuite, qu'elle soit mitrale ou aortique, je crois qu'on peut autoriser, mais c'est vraiment du cas par cas. Dernier cas, je ne vous en ai pas parlé, j'ai une valve opérée, il y a très peu de littérature là-dessus, il y a un petit travail toulousain sur le prolapsus, sur la plastie mitrale, sur une centaine de patients qui a montré que c'était plutôt rassurant, mais là je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur les valves opérées et sport.